Bonsoir et bienvenue dans votre émission Mosaïque sur Radio Campus Orléans 88.3. Nous revenons ce soir sur le rassemblement organisé vendredi 11 octobre, place de la République à Orléans à 28h30 en solidarité avec le peuple kurde et contre l'invasion de la région Rojava de la Syrie par les militaires de la Turquie. Également, nous parlerons dans cette émission de la situation des droits humains au Maroc et en particulier de la liberté d'expression dans ce pays de l'Afrique du Nord avec mon invité par téléphone, Abdellatif Zeraidi, artiste peintre et blogueur marocain exilé en France. Je rappelle que l'émission est en direct aussi via le site de la radio. Je suis avec Abdellatif Zeraidi, peintre, artiste marocain exilé en France. On va parler de la situation politique et des droits de l'homme au Maroc et de la liberté d'expression en particulier, s'il existe. Bonsoir Abdellatif. Bonsoir, c'est Ahmed. D'abord, quel était votre parcours avant de s'installer définitivement ici en France? Bon, moi, j'étais en fait un petit peu partout en Europe. J'ai émigré du Maroc en 1988. Vous savez, j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts, à Tétouan. Et voilà, quand j'ai fini mes études, j'ai rejoint l'école des Beaux-Arts de Dijon. Donc voilà. Après, pour des circonstances, m'ont poussé aussi d'émigrer de nouveau vers l'Italie et vers le Luxembourg, de nouveau à la recherche du travail, quoi. Et voilà ce qui m'a poussé de nouveau à partir, à revenir au Maroc en 2003. Pourquoi vous avez décidé de quitter définitivement le Maroc? Pardon? Pourquoi vous avez décidé définitivement de quitter le Maroc? Bon, les études, bien entendu, c'était un prétexte pour quitter le Maroc, parce que, vous savez, à cette époque-là, la vie était insoutenable. Il l'est toujours, d'ailleurs, de pire en pire. Donc, pour moi, c'était une question vraiment de survie, enfin, de vie ou de mort, parce que je supportais pas ce régime. Vraiment, c'était vraiment une question de vie ou de mort, comme je viens de dire. Il fallait que je parte à tout prix. Voilà. Donc, à l'époque, on ne donnait même pas le passeport, et puis c'était vraiment pénible. C'était une situation très pénible. Alors, moi, j'étais déjà activiste à l'école des Beaux-Arts, donc dans les événements de 80-81, j'étais expulsé de l'école des Beaux-Arts suite à des grèves qu'on avait entamées pour améliorer ne serait-ce que notre situation à l'internat qui ressemblait plutôt à une prison. C'était pénible, très pénible. Donc voilà, comme je représentais les camarades devant les institutions et tout ça, donc voilà, on m'a sacrifié pour donner l'exemple. Et du coup, j'ai galéré entre 82, date à mon expulsion, jusqu'à la 1987 où j'ai obtenu mon passeport. J'ai vraiment souffert. J'ai essayé de travailler un petit peu partout dans les imprimeries, étant donné que je suis un dessinateur, donc maquettiste, comme ça, un peu partout. C'est des petits boulots à la limite de la mendicité pour survivre, comme ça. Et mon rêve, c'était toujours et restait toujours le même de quitter le Maroc. C'était comme je l'ai dit, activiste. Apparemment. Vous étiez activiste dans un parti politique, organisation? Non, moi, on était dans le mouvement Ilal Amam, on avait réclamé clandestinement, bien entendu. Donc, j'avais un petit réseau à Martil, c'est à côté de Tétouan. Bon, on s'activait comme ça dans l'école pour essayer un petit peu de faire politiser les camarades.
qu'ils étaient vraiment déconnectés de la réalité parce qu'ils venaient là-bas avec un niveau un petit peu... ils acceptaient n'importe qui. Il y en avait qui étaient même des illettrés, hein, y compris les professeurs d'ailleurs. Hein. C'était la formation qu'on leur demande, enfin la seule compétence qu'on leur demande, c'était le savoir dessiner, quoi. Dessiner, comme ils sortent, comme ils rentrent, comme ils sortent. De toute façon, ils ne s'améliorent pas parce que la pédagogie ou l'équipe qui était là, c'est toujours la même. C'était des copains, des amis, comme ça, des tétoignés qui font c'est une espèce de secte, quoi. C'était lamentable, avec un directeur qui était un dictateur, hein, qui est Sarrini, Mohamed Sarrini, qui se prenait pour, je sais pas, il était une copie conforme de Franco. Il a fait des études en Espagne, je sais pas comment. Hein. C'était vraiment insupportable. Ajoute à ça les conditions de vie qui étaient lamentables à l'internat. Donc, cet internat est rasé aujourd'hui. Nous étions vraiment entre l'enclume et le marteau. D'autres, ils étaient plus intelligents que moi. Ils ont pensé qu'à leur propre intérêt, ils ont fait le passage tranquillement. Ils ont obtenu leur diplôme et leur passeport et ils se sont barrés un petit peu partout en Europe, même aux États-Unis. Ceux-là, vous savez, ils ont toujours existé. Mais d'autres comme moi qui ont voulu un petit peu changer les choses, qui n'ont pas supporté ça, qui étaient plus sensibles à l'injustice, à ce genre de... on a payé le prix cher, vraiment. Quand vous étiez arrivé dans les débuts de la fin des années 80, vous étiez arrivé en France, à Dijon, c'est ça? Exactement, en 88. Je suis arrivé à l'école de Dijon, voilà. Puis vous êtes parti en Italie, Luxembourg, etc. Oui. Avant de s'installer ici en France. Ouais. Dans un premier lieu, comme je dis, je suis arrivé à Dijon. C'était des études qu'on devait apprendre, l'art contemporain. Moi, ça n'engage que moi. Ce que je vais dire, c'est que j'ai trouvé que c'était une imposture. C'est-à-dire, comme je suis arrivé, déjà, j'étais pas très jeune, hein, j'avais 27 ans. Et je suis d'un milieu très modeste, donc ma famille comptait sur moi quand même pour gagner de l'argent, gagner ma vie et les aider aussi. Nous étions là à faire la gymnastique dans les escaliers, à monter, descendre à l'école des Beaux-Arts. Ils étaient là en train de faire des choses très bizarres. On appelle ça l'art contemporain. Je vous laisse imaginer d'ailleurs ce que c'est. Donc, moi, j'ai compris tout de suite que si je dois rester encore 5 ans pour obtenir un diplôme qui garantissait rien du tout dans la perspective, étant donné qu'il y avait des Français de souche diplômés avec mention, ils étaient là dans les bistrots à passer la journée à rien faire. J'ai compris tout de suite que moi je me permets. Donc vous étiez victime de discrimination, c'est ça? Non, il n'y a pas de discrimination du tout. C'est une question juste de clairvoyance. J'ai vu que je vais rester là. Moi, j'ai réussi mes études la première année, la deuxième année, mais seulement que j'ai vu un peu loin que si j'obtiens ce diplôme, de toute façon, je ne peux pas travailler avec. Il y avait déjà le chômage à l'époque en France. Donc, et puis voilà, ça tombait bien avec, en 90, l'Italie, avec la loi Legge Martel et la loi Martel, ils étaient en train de régulariser, ils avaient besoin des bras et tout ça. Moi, j'avais besoin aussi des sous. Donc, j'ai débarqué en Italie un beau matin à Milan, et voilà, avec, je me souviens, je n'avais même pas 100 francs français à l'époque dans la poche, et puis voilà mon sac. Mais le hasard a fait le reste. Franchement, c'était invraisemblable. Et puis j'ai rencontré d'autres compagnons de fortune, des Marocains comme ça, des Tunisiens. On a galéré au début vraiment bien, mais on a fini par pour trouver le boulot. Chacun a fait sa vie. Voilà. Je suis resté 4 ans là-bas en Italie à travailler partout. J'ai tout fait. Hein,
le bâtiment, la restauration, et c'est surtout les produits chimiques qui m'ont un peu abîmé la santé. Après, les conditions de travail étaient vraiment très pénibles dans la chaîne, et c'est ça. Dès que j'ai obtenu mon passeport italien, parce que je me suis naturalisé là-bas, alors j'ai quitté le pays. J'ai quitté l'Italie en 94. J'ai débarqué. Là, vous êtes parti en Luxembourg, c'est ça? Ouais, voilà, j'ai débarqué au Luxembourg, pareil, la même histoire. Et voilà, mais au Luxembourg, les conditions de travail étaient moins pénibles, mais la vie, il était un peu difficile avec le tempérament de ces gens-là qui sont un petit peu réservés, froids, donc j'étais pas vraiment le bienvenu. Mais j'ai tenu bon le cochon, comme on dit, pendant un bon moment, mais tout ça, ça laisse des traces vraiment sur la santé psychique, tout ce que vous voulez. Là, vous pouvez parler de la discrimination, vraiment. J'ai subi du racisme d'une façon incroyable. Et ça, je le dis vraiment, je l'assume parce que c'était terrible. C'était terrible. Bien que j'ai vécu quand même une dizaine d'années là-bas, hein, j'ai tout fait pour m'intégrer, pour voilà, assimiler tout ça, cette population, mais bon, ils étaient un peu spécial. Je me suis marié, remarié là-bas, donc j'ai de petits enfants, mais après les circonstances avec la perte de mon boulot, j'ai travaillé dans des produits chimiques. Vous savez, l'immigré, il fait que ça de toute façon. Hein. C'est des boulots qui sont réservés pour lui. Hein. C'était cette fois-ci des produits très toxiques qui m'ont vraiment ruiné la santé. Bon, j'ai été licencié pour ma maladie, qui n'a pas été reconnue non plus. Ajoute à ça, c'était une grande injustice dont je n'ai jamais oublié. Bon, ce qui a engendré des conséquences sur ma vie familiale, voilà, dépression, divorce, et puis qui m'ont reconduit de nouveau vers mon pays, le Maroc, avec la mort de... Bon, d'abord, il y avait les événements de 11 septembre, 11 septembre, vous savez, ça a eu des conséquences sur nous, et moi, j'étais vraiment mal à l'aise là-bas, je voulais rentrer chez moi. Donc, vous avez cru à un Maroc meilleur, si possible, ce régime-là? Ben oui, pas trop, mais avec la mort de dictateur Hassan II, Dieu merci, en 99, comme j'allais visiter ma famille au Maroc, bon, après on m'a dit, oh non, le Maroc il a changé, vous savez, avec l'arrivée du roi des pauvres, hein, vous savez, vous connaissez la chanson. Oui, on l'appelait comme ça au début. Hein. Oui, ils nous ont trompés. Donc voilà, il est jeune, on le voyait se photographier avec les handicapés, on le voyait embrasser les lépreux. Bon, ils nous ont bien eu, hein, encore une fois. Et vous avez resté combien de temps au Maroc avant d'arriver ici? 18 mois. C'était une période de 18 mois. Donc moi, je ne suis pas rentré les mains libres. Hein. J'ai ramené toutes mes économies là-bas. Donc voilà, j'ai pensé investir et faire grandir mes enfants, comme ça on se stabilisera dans notre pays, tout ça, mais c'était une grosse erreur que j'ai commise et dont je paye toujours les conséquences. D'abord, je passe à la question sur quel est votre regard personnel sur la situation politique et de la liberté d'expression et des libertés au Maroc? Sur ce régime particulier despotique. Oui, ce régime, personnellement, moi, me fait vomir. Il n'y a pas d'autre expression. Nous sommes arrivés à un point vraiment de... Donc vous êtes retourné, vous avez découvert la corruption, la dictature, une nouvelle forme. Exactement, rien n'a changé là-bas, si ce n'est empiré. Franchement, c'était surtout la justice. Alors là, vraiment, l'administration, tout est pourri. C'était vraiment... Moi, j'ai passé vraiment les 18 mois, vous pouvez dire, les 10 mois, j'étais saoul, matin et soir, parce que je pouvais pas faire autrement. J'étais dans une dépression déjà incroyable quand je suis rentré là-bas pour retrouver la paix. Eh bien, vous savez,
C'est que des rapaces là-bas, que des rapaces, la famille, tout le monde, franchement, tout le monde. Hein. Tant que tu as du sous, tout le monde est... Donc tu es contre tout le monde, le système, le peuple, la famille. Oui, j'ai une bonne leçon. Et je suis vraiment, j'ai quitté le Maroc dégoûté, vous pouvez dire, du peuple et de tout le monde. Hein. Moi, j'étais vraiment en colère, vraiment une grosse colère, parce que j'ai senti que c'est une mentalité pourrie, hein, vraiment pourrie, il n'y a rien à faire. Et surtout le gouvernement. D'ailleurs, c'est le gouvernement qui est responsable de tout ça. Le roi en personne. Le régime, oui. Voilà, le régime. Donc pour vous, le régime marocain... Un cancer, cette monarchie, moi je dis ce que je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord, en tout cas ça m'est égal. Ça c'est une monarchie, il doit partir. Vous êtes libre dans ce Radio Campus, vous exprimez librement. J'imagine. Et on est en direct en plus. Je dis ça juste pour prendre un peu de mesure, pour ne pas vous choquer. On ne sait jamais si vous êtes royaliste ou... moi, non, je ne suis pas royaliste. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça. Moi, je dis que cette monarchie, on lui a donné le temps nécessaire, et c'est pas 20 ans, c'était 60 ans. Et il n'a rien fait de bon. Et maintenant, il faut qu'il dégage. Ce type-là, il n'a plus rien à faire là-bas. Parce qu'il est maintenant, le roi est nu, comme on dit. On sait tout sur lui. On sait que c'est un prédateur. On sait que c'est un voleur. On sait que c'est un corrompu. C'est le roi de la corruption. Tout vient de lui. Bon, avant, il nous racontait des salades, comme quoi le roi ne sait pas, le roi n'est pas au courant. Hein. Ceux qui sont, vous savez, connaissez les histoires, les ministres, tu sais, sont pourris, lui, il est pour rien. Mais maintenant, on sait très bien. Et maintenant, comme ça tombe bien avec ce changement, cette mascarade de gouvernement qui essaye de nous faire croire, donc alors, vous savez, on fait du neuf avec des vieux, ça ne changera jamais. Moi, je pense que la seule chose qui peut changer la vie des Marocains, c'est la République. La République, ce n'est pas une fin en soi, mais ce n'est qu'un début. Parce que même avec la République, ça va être encore... Mais à la République, il faut un projet, pas uniquement le mot. Le projet, bien sûr que le projet, il faut le projet. Hein. Et quel est votre projet pour le Maroc futur? C'est pas moi qui va être président. Non, votre point de vue comme citoyen, comme artiste, comme aussi citoyen engagé. Oui, bien sûr, il y en a des républiques. Vous prenez par exemple l'Algérie, c'est un voisin, mais il est déjà sur... Mais la République, il faut un contenu de cette République. C'est une République de justice sociale ou bien une République de la forme, c'est tout. Berlusconi, lui aussi, là, il est républicain. Mais bien sûr. Mais moi, je le dis toujours, même la République de Bouteflika, elle est 1000 fois mieux que nous. Et ça, il faut un contenu à la République. Quel est le contenu de la République que vous voulez, que vous aimez avoir au Maroc? République islamique ou bien République laïque ou bien communiste? Quel est le contenu que vous voulez donner à cette République? L'image de la France est une République laïque qu'on fout la séparation de l'État et des histoires. Moi, j'appelle pas ça la religion, c'est des histoires. Parce qu'il faut arrêter les charlatans, les islamistes, des conneries, tu sais, il faut mettre à côté. Hein. C'est lui qui veut faire sa prière, il va à la mosquée. Mais nous, on demande des comptes. C'est ça que je dis. C'est tout simple. Il faut séparer l'État d'autres pays l'ont fait. La preuve, c'est qu'on est là et ça fonctionne. Donc, alors, les gens sont comme ça. Ils veulent venir en Europe, ils veulent aussi l'islam. Il faut choisir. Vous savez très bien que ça n'a pas fonctionné chez vous. Donc, vous venez ici, vous voulez encore imposer votre mode primitif. Moi, je dis ce que je pense. Et les gens doivent s'adapter, doivent ouvrir les yeux, doivent... regardez, les peuples, quand on vient ici, il faut s'assimiler, il faut un petit peu respecter Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, s'ils veulent rester dans leur Gandora et dans leur barbe et dans leur la vie, là, comme ça, bon, vous savez, la laïcité, d'ailleurs, elle respecte ça. Elle respecte tout le monde. Elle leur permet, vous voyez, il leur permet de faire leurs prières, mais bon, dans les rues, même quand ils dérangent les gens, même quand ils choquent les autres,
Mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça c'est un autre sujet. Mais le problème, c'est que malgré tout ça, ils sont quand même respectés. Vous voyez ce qui se passe et pourtant ils sont là. Donc pourquoi que ça ne peut pas être chez nous? Parce que nous, on n'a pas la tolérance. Pourquoi on condamne les gens? Parce qu'ils vont par Ramadan, on les envoie à la prison. S'ils font une relation sexuelle entre adultes, on les envoie à la prison. Et lui, il se permet de faire tout. D'ailleurs, lui, il n'est même pas musulman, celui-là. Ça crève les yeux. Hein. Ça c'est une affaire personnelle. On ne sait pas, musulman, pas musulman, on s'en fiche. De toute façon, c'est un despote. C'est pas personnel, excusez-moi, c'est pas personnel. Parce que lui, c'est avec ça qu'il nous gouverne. Avec la religion. C'est pas personnel du tout. Si c'était un monsieur tout le monde, d'accord. Si c'était moi ou vous, d'accord. Mais il est là, il se dit qu'il est commandeur des croyants. Ah, si vous êtes commandeur des croyants, vous devez quand même respecter la religion des gens. Et ne pas aller faire des relations homosexuelles, mais j'ai rien contre les homosexuels. Ça, c'est une affaire personnelle, on ne peut pas l'aborder ici. Si vous voulez que je parle pas librement, voilà. Non, vous parlez librement, mais les homos, pas homos, ça c'est son affaire personnelle, c'est tout. Non, on le critique parce que c'est un régime dictatorial et un régime despotique, pour à la ligne. Homo, pas homo, ça c'est son affaire personnelle. Comme je dis, ça c'est mon avis. Oui, bien sûr, c'est la vôtre, mais je suis en train de vous donner la mienne, puisque je suis là pour ça. Exactement, on est en direct, vous exprimez comme vous voulez. Vous êtes aussi un caricaturiste. Ouais. Comment vous avez découvert la caricature? Bon, la caricature, ça fait partie de ma passion, puisque je dessine, donc les dessins vous emmènent à la caricature. Donc je faisais ça depuis très jeune, en classe, j'amusais les camarades en classe comme ça, mais je dessinais un petit peu les copains à droite à gauche, comme ça, je les déformais, tout ça, ça faisait rire. Et voilà, mais plus tard, je dessinais plus ou moins un peu les gens de mon milieu, quoi. Des directeurs, un directeur, un prof qui nous agace, tout ça. On essaie un petit peu de se venger de lui de cette façon, voilà. C'était vraiment notre manière à nous, notre petite arme. Alors voilà, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le régime. C'est tout ce qu'on a comme moyen pour le combattre. C'est l'écriture et le dessin. Mais on vous connaît maintenant que vous êtes un opposant, vous critiquez le régime marocain, mais ça fait depuis 2005 ou bien 2003. Avant, vous le critiquez d'une façon light. Maintenant, vous êtes un opposant confirmé, républicain. Et il y a aussi des gens qui vous reprochent que vous avez collaboré avec l'ambassade de Maroc au Luxembourg. Et c'est vrai. Oui, bien sûr. Et c'est vrai, d'abord. Non, mais comment collaborer? Qu'est-ce que vous voulez dire par collaborer déjà? À faire des expositions avec l'ambassade, etc. Ça a collaboré, ça. L'ambassade ne m'a jamais préparé rien du tout. Moi, je faisais mes expositions moi-même au détriment de mes économies. Moi, je pose les questions, c'est pas mon avis personnel. Moi, je lis entre les lignes aussi, parce que le mot collaborer, c'est pas exposé. Hein. Je vois où vous voulez venir, mais moi, j'ai quitté le Maroc d'ailleurs quand j'ai quitté. Mais avant, vous avez pas publié des articles anti-régime avant 2005 ou bien 2002. Ça veut pas dire que collaborer. J'étais un peu dans la réserve. Bien sûr, parce que... Tous les Marocains, la plupart sont de la révolte. Non, moi j'étais dans la révolte. J'ai jamais aimé ce régime, hein, de toute ma vie. Je l'ai jamais aimé. Qui c'est qui peut aimer Hassan II ou la monarchie, en général? Ça se sent dans la tonalité. Aimer autre chose et d'être un opposant confirmé, c'est autre chose. J'étais opposant, c'est-à-dire que je les aime pas, mais moi, tout ce que je voulais, je me suis barré de ce pays, je voulais plus rien avoir avec ces gens-là, tout simplement. Par contre, avec les années, quand j'ai un petit peu vieilli, voilà, bon, je faisais mes expositions, mais j'ai jamais de rapport avec l'ambassade. Par contre, j'avais des rapports avec la MAP, oui, la MAP en Bruxelles. Monsieur Driss le feu Driss El-Houili. La MAP, c'est l'agence presse de Maghreb, c'est ça? Voilà, en Belgique, ils ont
une branche. Bon, ben, je les informais de mes expositions pour rester en contact avec mon pays. Bien sûr que j'aime mon pays, bien sûr. Et je faisais des paysages, j'étais actif sur, par exemple, d'autres choses internationales, par exemple la guerre contre l'Irak, des choses comme ça. Je faisais des expositions pour dénoncer tout ça. Mais je faisais des tableaux sur la pauvreté au Maroc. Bon, ça, tout ça, vous pouvez le voir sur Internet. Il n'y a pas de mystère. Mais par contre, comme vous venez de dire, j'étais pas engagé à fond. Ça, c'est sûr, parce qu'on a C'est ça que... Oui, oui. Moi, je m'exprime pas personnellement. Il faut me comprendre. Je pose des questions que les gens ils m'ont envoyées, je lis, etc. Bien sûr, mais Et je vous laisse la parole de s'expliquer et de répondre. Mais on est bien d'accord. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Alors, par contre, collaborer, je ne sais pas le mot collaborer, ça dit ce que ça veut dire. Mais par contre, j'étais invité une fois par l'ambassade, oui, l'ambassadeur de... Invité. Le consul du Maroc à Bruxelles, oui, il m'a invité pour aller à la fête du trône. Oh, quelle année ça? C'était en 2002. En 2002, moi je suis allé là-bas. Vous savez, quand j'ai quitté le Maroc, j'ai jamais mis les pieds dans un consulat ou l'ambassade marocaine, juste parce que tout ce que je voulais, c'est avoir un passeport européen et ne plus avoir affaire avec ces gens-là. Mais une fois, quand j'ai eu les 2 enfants, donc on m'a dit que le 2e enfant, on m'a dit qu'il faut quand même que je les déclare au consulat si je veux qu'ils soient marocains. Bon, c'est la raison pour laquelle je suis allé. Et comme on n'a pas de consulat au Luxembourg, j'étais obligé d'aller au Bruxelles, parce que nous étions représentés là-bas. Et ce consul-là, il a vu un peu mon parcours, tout ça, il a tenu à me voir. Il a demandé à ses collaborateurs, c'est le cas de le dire, de m'inviter à le voir. Et puis il m'a posé des questions sur mon parcours, plus ou moins comme vous êtes en train de faire. Donc, et voilà, il a trouvé que j'étais un petit peu spécial, question de mon parcours où je me déplace un peu. Bon, c'est là qu'il m'a dit, tu fais artiste? J'ai dit oui, voilà. Après, il m'a contacté à la fête du trône, il m'a dit, est-ce que ça te dit d'aller nous représenter? Parce qu'il était tout nouveau là-bas, M. Mouadi. Je peux dire. Donc voilà, ben, c'est une question des personnes. Les personnes, des fois, elles sont bien. Simples. Oui, je comprends. C'est le régime qui est pourri. Mais les gens, ils peuvent. C'est le système qui est pourri, il ne peut pas. Ouais, oui. Voilà, il peut même braguer les gens et les rendre dociles, etc. Ben oui, on peut s'entendre avec un commissaire de police, avec un gendarme. Ça ne veut pas dire que tous les gendarmes ou tous les militaires. Exactement. Ouais. Il y a des gens bien, il y a des gens mauvais et partout. Il y a des gens qui sont contre ce qui se passe maintenant. Ils sont y compris dans le. Je mettrai même un coupé qui sont dans le palais. Mais moi je dis ce que j'ai senti. Ce monsieur, je lui dis bon, pourquoi pas. Et moi mais entre-temps, j'ai divorcé, j'étais en mauvaise santé, sous les antidépresseurs, tout ça. Bon matin, il me dit, voilà. Ouais. Est-ce que monsieur Abdellatif Zaredi, on va passer à quelques questions en arabe, mais après, on va faire une pause, peut-être on a un peu parlé. On va faire une pause et je reviens vers vous. D'accord. Merci.